Merci. Merci pour votre accueil. Alors, il me revient d'évoquer ce soir avec vous un sujet qui mérite sans doute un peu plus de, comment dire, en tout cas qui va nous permettre d'apprécier notamment la postérité de l'architecte. Sans doute avez-vous vu les expositions qui aujourd'hui sont présentées à la fois aux archives municipales et puis à la Fondation Renault, un événement important, bien sûr, à l'échelle de notre ville et plus globalement de la scène architecturale française du XXe siècle. Mais finalement, la diffusion aussi de l'architecte a intéressé assez tardivement, au fond, les chercheurs. Et j'organiserai donc mon propos aujourd'hui sur les élèves et suiveurs, en quelque sorte, de Tony Garnier, puisque Garnier s'est illustré aussi par une activité d'enseignement très importante au sein de l'école régionale d'architecture. Alors, si l'importance de son enseignement nous est bien connue, notamment grâce au témoignage de Louis Piessa, qui a grand élève de Garnier, qui a publié un ouvrage en 1988, justement, et qui parle très longuement de l'enseignement de Tony Garnier, il semble au demeurant que la postérité du maître lyonnais reposa sur une forme d'ambiguïté qui, étrangement, n'a jamais été véritablement explicitée. Les contemporains confondant tour à tour l'atelier Tony Garnier de celui animé notamment par les élèves, les grands élèves de Tony Garnier, Louis Piessa et Pierre Bourdex, qui vont relever en quelque sorte l'atelier Garnier, mais qui n'aura plus que le nom en fait de Tony Garnier, puisque Garnier meurt en 1948. L'atelier, effectivement, Tony Garnier, Pierre Bourdex, Louis Piessa, et puis d'un phénomène d'école, dans une notion qui recouvre à la fois l'ascendant exercé par l'architecte sur ses contemporains, ses suiveurs et élèves. De quoi parlons-nous au juste? Des élèves inscrits à l'école régionale d'architecture de Lyon à compter de la rentrée 1907. Le cahier d'inscription est présenté, d'ailleurs, juste derrière la vitre, pour ainsi dire, dans l'exposition. Des élèves donc inscrits à l'école régionale d'architecture à compter de la rentrée 1907, de l'enseignement du chargé de cours de construction que fut Garnier entre 1907 et 1937, sachant qu'on sait pertinemment que Garnier va se décharger très rapidement en fait, de ses fonctions et confier à un de ses collaborateurs, André Tessier, notamment le soin d'assurer ce cours de construction. De quoi parlons-nous, au fond? Des élèves qui passent par l'atelier extérieur. Alors l'enseignement de l'architecture est structuré par une école régionale, dans laquelle un certain nombre d'enseignants et de professeurs, souvent de l'école des beaux-arts, donnent des cours de culture plutôt générale, mais l'essentiel de la formation se réalise dans des ateliers extérieurs. Eugène Huguet, Tony Garnier vont tenir des ateliers extérieurs. Garnier, pour sa part, ne prendra la direction de l'atelier libre en fait, de l'école, donc cet atelier extérieur, que de 1919 à 1935. On pourrait aussi évaluer la postérité de Garnier au nombre de grands prix de Rome, finalement sortis, en quelque sorte, de l'atelier Tony Garnier. Effectivement, premier grand prix de Rome, c'est Robert Giroux, l'architecte de l'hôtel de ville de Villeurbanne 1922. Le dernier, c'est Jean-Louis Giraudet, qui vient de mourir d'ailleurs, qui est grand prix de Rome en 1963. Pas moins de 10 architectes issus de l'école régionale d'architecture de Lyon remportent le premier grand prix ou le second grand prix entre 1920 et 1963. Alors, de la postérité, finalement, la postérité de Garnier, on l'a un peu, on l'a abordé notamment dès le colloque qui a eu lieu en 2008, notamment sur la postérité de la cité industrielle en Europe et au-delà, afin d'appréhender le phénomène Garnier qui, finalement, suppose de mobiliser des outils opératoires étendus, de la prosopographie jusqu'à l'étude des personnels enseignants de l'école régionale, des étudiants, ou finalement de l'étude des formes jusqu'à celle des programmes. On va en parler un peu ce soir, sans parler de ce qui reste souvent très difficile à évaluer pour l'historien, la question des réseaux et des circuits professionnels qui sont souvent très peu documentés. Encore n'aurions-nous, si on a mobilisé tout ce matériel, encore n'aurions-nous qu'une vue partielle sur une figure dont l'œuvre et la personnalité s'entourent d'une part de mythe auquel l'architecte n'est certainement pas indifférent. En effet, indépendamment des
des problèmes soulevés par l'historiographie contemporaine. En fait, la principale difficulté de l'historien, c'est que le fonds d'agence de Tony Garnier a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, en fait, malgré les efforts de ses élèves, notamment Piessa et Bourdex, qui ont cherché à reconstituer un fonds de dessin qui a été donné au Musée des Beaux-Arts pour l'essentiel, et puis les frères Renaud qui ont constitué par ailleurs une collection de dessins tout à fait remarquable. Mais le fonds d'agence, lui, a complètement disparu, vraisemblablement au début des années 1950. J'émets l'hypothèse que l'architecte a veillé lui-même à enfouir de son vivant une partie de son œuvre, ou du moins de veiller à dissuader certaines investigations, notamment sur la cité industrielle, dont les questions de datation alimentent les discussions des chercheurs depuis près d'une trentaine d'années. Et à regarder de près, il ne fait aucun doute, en tout cas, que Garnier ait systématiquement veillé à faire disparaître tout élément, tout dessin préparatoire, en lien avec cette œuvre, une œuvre graphique absolument considérable. On n'a jamais retrouvé un dessin en lien avec cette œuvre graphique, d'éléments susceptibles notamment de dater l'œuvre. Pas un dessin préparatoire, pas une seule esquisse en rapport avec les 164 planches de la cité industrielle nous sont parvenues. Le seul fait, par exemple, que les planches les plus célèbres que nous voyons sous les yeux soient toutes datées du 30 novembre 1917 abonderait évidemment dans cette idée d'une instrumentalisation en quelque sorte de Garnier de son vivant. Or, on le sait, la genèse de cette œuvre fondatrice se révèle extrêmement complexe et s'est étendue visiblement sur près d'une vingtaine d'années. Comment expliquer notamment que les planches que l'on considère communément comme des dessins originaux ne sont en réalité que des tirages redessinés et aquarellés? On a longtemps pris ces planches comme des dessins originaux de Garnier. Alors, ils le sont, oui, bien sûr, mais ce ne sont en fait que des tirages dans un procédé, une espèce de procédé technique assez complexe que Garnier va développer au fil des années. Alors, toutes ces hypothèses, finalement, nous amènent à nous interroger sur la question de la postérité. La dispersion, la perte du fonds d'agence. On sait quand même que Garnier réalisait un grand dessin achevé par jour. C'est plusieurs milliers de dessins qui devraient constituer une matière, en tout cas pour cette étude. Aujourd'hui, le corpus ne compte que quelques centaines de pièces vraiment d'importance, globalement 200 pièces d'importance, guère plus. L'enfouissement de l'œuvre ne relève donc pas seulement de débats de spécialistes, l'attitude même de Garnier, sa mélancolie, la dépression dans laquelle l'architecte s'enfonce visiblement au milieu des années 1920 et dont l'œuvre graphique d'ailleurs se fait l'écho, devait fortement contribuer à cet effacement de l'histoire. À cela s'ajoute la profonde indifférence que l'architecte a toujours portée à sa propre postérité, ce malgré l'admiration de ses élèves. Alors, je vous montre Louis Piessa ici. Louis Piessa, Pierre Bourdex, pour ne citer qu'eux, qui devaient jouer un rôle majeur dans le sauvetage archivistique et la reconstitution historiographique de l'œuvre. C'est l'une des ambitions de ces deux élèves, Bourdex et Piessa, dans les années de l'après-guerre. Alors, il se trouve que si Garnier avait veillé à transmettre son agence, le fonds d'agence aurait pu peut-être nous parvenir, en quelque sorte. Mais il ne s'en est visiblement jamais inquiété. Alors, ce phénomène d'effacement devait aussi durablement affecter la postérité même de l'architecte. Alors, je vous propose effectivement de nous intéresser aux suiveurs et élèves notamment, au fond, puisque le concept d'école, alors on attribue un peu trop généreusement ce concept d'école notamment à l'école lyonnaise de peinture. Vous entendez régulièrement, en réalité, ce concept d'école est un concept assez complexe en réalité à appréhender. Cette remarque vaut également pour toute figure d'importance dont la pensée théorique, le style, la manière, les réalisations exercent une certaine influence sur les contemporains et au-delà. Que désigne en fait le concept d'école? Un mouvement, bien sûr, mais encore des acteurs, qu'il s'agisse des proches collaborateurs de Garnier, mais encore des élèves à proprement parler ou de ses suiveurs plus éloignés. En fait, le concept se mettre à l'école ne signifie pas pour autant suivre un enseignement direct, pas du tout. L'exemple, par exemple, de Paul Bellemin, auquel je me suis intéressé ces dernières années, est tout à fait éloquent. Bellemin adopte la manière de Tony Garnier à la faveur des grandes commandes d'équipements qu'il reçoit hospitaliers, notamment entre les années 1930 et 50, alors, dont on redécouvre
la sobriété et la grandeur. Ce sont de très beaux équipements à travers l'ancienne école d'infirmières, l'école Rockefeller, avec son patio très dans la manière de Garnier, ou encore la faculté de médecine, le centre anticancéreux Léon Bérard. Bellemin a longtemps été considéré comme un élève de Garnier. En réalité, il est issu de l'atelier de Victor Laloux à Paris, diplômé en 1913. Et, la faculté de médecine, pour laquelle il fera plusieurs voyages aux États-Unis, notamment, puisque ce sont les modèles américains qui, dans ces années-là, donnent le ton, en quelque sorte, à ces grands équipements hospitaliers. Le centre Léon Bérard, également, qui est une œuvre des années 1950, mais qui a conservé de très beaux morceaux, par ailleurs, notamment des halls avec cet éclairage indirect qui fait penser aux œuvres de Mallet Stevens, bien sûr, ou encore des groupes scolaires, tout à fait l'un des plus intéressants de l'entre-deux-guerres et très peu connu, groupe scolaire Édouard Herriot, au fin fond du 8e arrondissement, jusqu'à l'école des Beaux-Arts, qui est peut-être son œuvre la plus connue. Bellemin, disais-je, j'ai bien été élève de l'atelier Laloux. Il devient architecte du département du Rhône et de l'université de Lyon, et c'est à ce titre, en fait, qu'il dessine les grands équipements qui firent sa notoriété contemporaine, des groupes scolaires également. Et de tous les architectes lyonnais de l'entre-deux-guerres, c'est peut-être Bellemin qui a le mieux assimilé, en quelque sorte, la manière de Garnier, alors qu'il n'en est pas l'élève. C'est un phénomène tout à fait intéressant, manière de Garnier qu'il prend soin à faire évoluer, loin de tout mimétisme, en réalité, en reprenant un esprit, une physionomie, mais encore certains motifs décoratifs, notamment le motif de pergola. Alors, la qualité de cette architecture ne revêt pas simplement d'un caractère d'accompagnement, c'est souvent ce que l'on dit à propos des grands équipements, notamment hospitaliers, qui servent d'écrin, en quelque sorte, à l'hôpital de Grange-Blanche. La beauté de ces travaux provient aussi de leur rigoureuse fonctionnalité, dégageant grandeur et simplicité dans des harmonies propices à générer ces longues horizontales chères à Tony Garnier. Et au fond, dès le début des années 1920, le style Garnier s'impose assez naturellement dans la région lyonnaise et au-delà dans un choix de programmes contemporains. Les hôpitaux, les cliniques privées, les écoles, les centraux téléphoniques, les centres de chèques postaux, les bureaux de poste, les bâtiments de la radiodiffusion notamment, et ce qui va nous permettre d'évoquer l'œuvre de Charles Messon, nommé en 1901 architecte en chef de la ville de Lyon. Alors Messon, il se fait connaître par la conception des somptueuses grilles du parc de la Tête d'Or en 1900-1902, la mairie du 7e arrondissement en 1910, qui consacre un peu la première manière très beaux-arts en fait de l'architecte. Et puis Messon va adopter une manière beaucoup plus moderne lors de la construction du Palais de la Foire entre 1918 et 1928, qui s'impose comme une formidable machine à circuler avec sa rue intérieure et ses galeries superposées. Cette construction marque le passage de Messon à une architecture fonctionnaliste. Alors sans doute s'est-on un peu trop arrêté sur le caractère classicisant des façades en béton moulé dessinées par l'architecte, qui ne sont pourtant pas sans parenté avec les expériences viennoises contemporaines, mais encore fallait-il le souligner. On s'est moins intéressé à l'ambitieuse structure en fait en béton armé construite en lisière du parc de la Tête d'Or. Alors au lendemain de la Première Guerre mondiale, Messon devient architecte des PTT pour la région lyonnaise, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, jusqu'à l'Ardèche, ce qui lui vaut de construire de très nombreux centraux téléphoniques, parmi lesquels Centrale téléphonique Lalonde, bien connue, qui illustre justement la postérité de Tony Garnier, le centrale téléphonique Parmentier, mais encore différents émetteurs de radiodiffusion, dont celui de Tramway, dans l'Ain en 1934, autant de chantiers qui se rattachent finalement à la manière d'un Tony Garnier. Alors, après Bellemin, après Messon, qu'en est-il des premiers grands élèves de Garnier ou des figures susceptibles d'être considérées comme telles? Je pense en particulier à Michel Rouchepitz, bien sûr, l'architecte de la Grande Poste de Lyon, et à Robert Giroux, respectivement Grand Prix de Rome 1920 et 1922. Alors, Rouchepitz,
très grande figure de l'entre-deux-guerres, bien sûr, est élève de l'École des Beaux-Arts de Lyon, puis de Paris, passe dans l'atelier Garnier entre 1907 et 12, et Rouchepitz va mener une double carrière entre Lyon et Paris, et puis Bruxelles. Une partie de sa carrière est aussi en Belgique. Il livrera l'école dentaire, c'est-à-dire le dispensaire, pardon, qui est derrière rue Chevreul, derrière les facultés, qui s'apparente très précisément à la manière de Garnier, mais encore le centre social de Vèze ou le théâtre, la salle des fêtes, pardon, de la Croix-Rousse. Alors, sans revenir en détail sur son œuvre extrêmement féconde, ni sur son rôle, quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans les débats théoriques de l'entre-deux-guerres comme rédacteur en chef, de la revue L'Architecte entre 25 et 32, puis jusque dans les années 50. Je voudrais simplement souligner l'influence décisive de la pensée de son premier maître, Denis Garnier, dans cette ambition de forger de ce qu'il est convenu d'appeler par commodité cette modernité classique de l'entre-deux-guerres, concept qui certes s'oppose aux expériences plasticiennes des avant-gardes, mais qui revêt pourtant cette idée de modernité classique une sensibilité extrêmement différente d'Auguste Perret à Carlu, à Roger-Henri Expert, de Jean Patou à Boileau, sans oublier la Prade, les frères Niermans. Alors si l'influence de Garnier demeure sensible dans les programmes utilitaires, l'école dentaire, mais aussi les très beaux qui viennent d'être désaffectés dépôts de la Bibliothèque nationale construits à Versailles, au début des années 1930, eh bien, ces constructions utilitaires renvoient notamment, évoquent quelque chose de l'hôtel de ville, notamment de Boulogne-Billancourt. On oublie souvent de citer à propos de Rouchepitz que le motif notamment du beau window polygonal qui fera la célébrité de la série blanche, c'est-à-dire une vingtaine d'immeubles construits à Paris. Et Rouchepitz va se faire connaître par cette suite d'immeubles très élégants, immeubles de haut standing, dans lequel l'architecte va réinventer le studio contemporain, c'est-à-dire des appartements décloisonnés, tout à fait intéressant. Entre 1925 et 1931, ce beau window, en fait, renvoie inévitablement à l'art de Tony Garnier. C'est une forme que Rouchepitz doit à Tony Garnier. Je ne juge pas nécessaire de souligner l'importance de l'octogone dans l'œuvre de Garnier, depuis son projet de bourse du travail jusqu'au pavillon de Lyon-Saint-Étienne de 1925. La seconde carrière de Rouchepitz, qui s'engage après cette parenthèse blanche des années 25-31, demeure profondément marquée par des programmes utilitaires. Conséquence aussi de la crise économique contemporaine, bien sûr, qui réduit considérablement la commande privée. Et donc, Rouchepitz sera amené à construire de très nombreux centres de chèques postaux, l'École nationale de céramique de Sèvres en particulier. Le caractère utilitaire de ces bâtiments va renvoyer notamment aux chantiers lyonnais contemporains. Alors son contemporain, Robert Giroux, effectue un bref passage à l'atelier Garnier, 3 ans seulement, entre 1907 et 1910, avant d'intégrer à son tour l'atelier Laloux et de remporter le Grand Prix de Rome 1922. Alors Victor Laloux, c'est la très grande figure de ces années-là, auteur notamment de la gare d'Orsay, bien connue, musée d'Orsay aujourd'hui, de l'hôtel de ville de Roubaix, qui est l'un des chefs-d'œuvre de la fin du XIXe siècle. Enfin, c'est la très grande figure, chef d'atelier à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Et si ses premiers travaux trahissent l'ascendant de Garnier, l'ampleur et la maîtrise d'échelle qui le distinguent va faire de Giroux l'une des figures les plus importantes de l'entre-deux-guerres, notamment à la faveur de la commande, nous le voyons sous les yeux, de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Giroux est architecte aussi du département du Rhône, puis architecte des postes, télégraphes et téléphones, qui sont des maîtres d'ouvrage très importants dans ces années-là. Il remplace Messon, en fait. Et Giroux va s'illustrer tout particulièrement au concours pour l'hôtel de ville de Villeurbanne. Alors, c'est intéressant de voir comment les candidats qui se sont présentés à l'hôtel de ville de Villeurbanne vont se plier à la manière de Tony Garnier.
assez étonnant, notamment Jean-Marius Pin, qui va proposer un projet de palais du travail, alors c'est pas l'hôtel de ville, mais palais du travail, dans une manière évidemment extrêmement proche de celle de Garnier. Le même Marius Pin va construire un ensemble très, très intéressant sur le cours Émile Zola d'HBM qui vont s'assimiler évidemment au plus près de la manière de Tony Garnier. Alors, dans les mêmes années, Giroud va multiplier les projets à l'ascendance américaine, je ne vous l'ai pas montré, mais notamment de projets de gratte-ciel pour la place de la Comédie à Lyon, tout à fait étonnant. Dans le cadre de l'aménagement du tunnel de la Croix-Rousse, il était un temps... les ingénieurs avaient étudié l'idée qu'on pouvait prendre le tunnel de la Croix-Rousse à partir de la place de la Comédie. Donc avec un grand virage en fait qui serait sous la colline. Et pour les entrées de ces tunnels, eh bien, Giroud avait étudié des projets de gratte-ciel qui devaient encadrer. Enfin, tout à fait étonnant. Des projets à l'ascendance américaine, et puis Robert Giroud va notamment travailler sur certains bâtiments de l'Antiquaille, et puis va travailler notamment avec Antonin Chaumel, dont je vous montre notamment ce barrage de jonc tout à fait étonnant. L'influence de Garnier va se ressentir beaucoup dans l'entre-deux-guerres sur les projets de monuments aux morts, et on le comprend. C'est l'un des motifs de prédilection de l'architecte avant même la fin de la guerre. Il s'intéresse à la conception, multitude de propositions, près d'une dizaine de propositions pour le monument aux morts de la ville de Lyon. Certaines planches sont présentées, bien sûr, dans l'exposition, ainsi qu'à la Fondation Renault. C'est un programme un peu nouveau, effectivement, au vu qui se fait l'écho de l'ampleur, notamment du sacrifice humain de la guerre de 14. Et évidemment, les dessins de Garnier vont inspirer notamment de nombreux monuments aux morts, parmi lesquels celui de rare monument cantonal, d'ailleurs, qui n'est pas municipal, de Robert Giroud, conçu pour Vaugneray en 1923. Alors, Giroud était vraiment l'un des architectes les plus prometteurs de la scène lyonnaise contemporaine, et sa carrière fut dramatiquement écourtée, puisqu'il s'est suicidé, en fait, en mars 1944. Alors, qu'en est-il des collaborateurs d'agence de Garnier, parmi lesquels, notamment Louis Thomas, plus connu comme peintre en réalité que comme architecte, ou encore de Pierre Bourdex qui intègre l'agence en 1936 au moment même où Garnier envisage de se retirer. Thomas est élève de l'école régionale, est élève d'Eugène Huguet, puis collaborateur de Garnier entre 1922 et 1947. Thomas était considéré comme l'élève préféré de Tony Garnier, dont il dirige l'agence pratiquement jusqu'à la mort de l'architecte avec un certain Durand, avant de tenir un cabinet personnel. Alors, à l'architecture, Thomas préfère très tôt la peinture, notamment surréaliste. Il fera partie du groupe Témoignages à Lyon en particulier. Et puis, il est l'auteur de la chapelle mortuaire de l'hôpital de Grange-Blanche, que nous avons avec ce bas-relief de Georges Salandre en 1933, mais aussi de l'église orthodoxe, grecque orthodoxe, construite dans les années 1950, qui reproduit également ce motif de lanternon octogonal. Thomas dessinera de nombreux projets d'immeubles, notamment dans les années 1920. C'est un architecte qui en réalité a très peu construit. Plus important, d'une certaine manière, son contemporain Pierre Bourdex, qui entre à l'atelier Garnier en 1922 avant de poursuivre sa formation à l'école des Beaux-Arts de Paris. Bourdex a été logiste au Grand Prix de Rome, ce qui lui vaudra de devenir architecte des palais nationaux, des bâtiments civils et des palais nationaux. Il sera notamment l'architecte de la cour civile, la cour d'appel de Lyon, et donc architecte du palais de justice historique de Lyon, dont il assure l'entretien en fait. Il est diplômé en 1936 et il signe le pavillon du Lyonnais à l'exposition internationale de 1937. Garnier signera celui de l'exposition des arts décoratifs de 25 et Bourdex avec Giroud et Cuminal signeront cette étonnante tour lumineuse. Alors, c'est l'un des points d'orgue de l'exposition. Il faut imaginer ces grands éléments verticaux, en fait, s'illuminer la nuit, tout à fait étonnant.
Professeur, chef d'atelier à l'École régionale d'architecture jusqu'en 1964, c'est à Bourdex que revient le soin de relever, ou plutôt de poursuivre, l'atelier Tony Garnier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Garnier quitte Lyon en 1936-37, en fait, laisse un peu ses élèves désemparés en quelque sorte, et puis Bourdex, qui arrive à l'atelier un an avant le départ de Garnier, va reprendre son enseignement et donc va refonder un atelier au lendemain de la guerre. En réalité, il n'est pas question de mimétisme pour Bourdex, hormis l'entrée du cimetière de Caluire, qui s'inscrit un peu dans la manière de Garnier. Il n'est pas une citation de l'auteur de la cité industrielle dans l'œuvre de Bourdex, pas plus que chez son confrère Louis Piessa. Le pavillon de l'exposition de 1937 témoignait déjà d'une ouverture aux expériences contemporaines, notamment septentrionales, et il se verra confier la construction de la halle et d'un gymnase, un programme assez complexe qui a été complètement défiguré ces dernières années, en 1939, dans lequel l'architecte se souviendra notamment des leçons fonctionnelles de Baudouin et de Lotz à la Maison du Peuple de Clichy, qui lui est tout à fait contemporaine. Bourdex s'illustre très tôt par de grands programmes d'infrastructures, le barrage de Génissia avec la Prade, premier barrage sur le Rhône, construit sur le Rhône dès les années 1937-39, les ponts de Bellegarde, celui d'Albi-sur-Chéron, mais aussi le pont de la Guillotière, le nouveau pont de la Guillotière, c'est Pierre Bourdex en fait qui l'a construit, auquel s'ajoute un certain nombre de grands chantiers publics, parmi lesquels le palais des juridictions administratives de 1973, qui est un des chefs-d'œuvre de ces années-là, mais encore la mairie du 9e et le centre administratif du 9e, et puis la tour du Centre international sur la recherche sur le cancer en 1972. Donc une œuvre très importante en réalité qui ne doit rien à Garnier, en réalité, absolument rien. Absolument rien. Alors, l'architecture de Garnier va s'imposer dans l'entre-deux-guerres comme une référence obligée en matière d'architecture publique à l'échelle de la région lyonnaise et au-delà, qu'il s'agisse bien sûr de Villeurbanne, comme des petites communes de l'agglomération lyonnaise. Alors il faudrait en faire le tour, pour ainsi dire, à l'image par exemple du centre culturel Théo Argence de Saint-Priest. Alors, faut-il voir un simple effet de mode ou d'école? Toujours est-il que pour nombre de programmes, nombre de programmes vont revêtir une veste inspirée des travaux de l'architecte lyonnais dans une filiation stylistique hautement revendiquée à l'image des programmes utilitaires, on en a dit un mot. Alors, par exemple, voilà l'hôtel de ville de Bellegarde sur Valserine, qui est réalisé dans une manière très proche, en réalité, de la manière de Tony Garnier. Alors, l'étude des programmes n'est pas moins importante pour apprécier la diffusion du style Garnier dans l'entre-deux-guerres et au-delà, et notamment dans le domaine du jardin et de la villa. Alors, je passe, un peu rapidement, d'autres programmes, qui existent toujours. L'école des mutilés, par exemple, de Gerland, toujours de Paul Bellemin, qui existe toujours, qui est dans une veine tout à fait assez proche des travaux de Garnier. Et puis, des choses tout à fait étonnantes que j'ai découvertes dernièrement à Rennes, un centre de rééducation professionnelle. Alors oui, c'est presque du Rouge-Spitz, ça sent quand même son Garnier aussi. Donc, dans certains types de programmes, se font l'écho, en tout cas, de la manière de Tony Garnier. Alors, s'il est un domaine aussi dans lequel l'architecte lyonnais s'est particulièrement distingué, c'est l'art de la villa, évidemment. Et vous avez de nombreuses planches qui vous sont présentées, notamment l'importance de l'architecture de la villa, notamment dans la culture des avant-gardes contemporaines, n'est plus à démontrer. Depuis l'Art Nouveau, c'est le programme de la villa qui va voir les réalisations les plus modernistes, notamment de l'entre-deux-guerres. L'Ursa, Le Corbusier, Mallet Stevens, enfin tous les grands noms, comme la génération précédente de l'Art Nouveau, vont s'illustrer dans ce domaine, qui est l'un des champs d'expérimentation plastique et spatiale privilégiés. Alors, il se trouve que les villas construites par Garnier à Saint-Rambert, et notamment la villa de Catherine Garnier que nous avons sous les yeux, ont été longtemps, curieusement, occultées par l'historiographie contemporaine. En fait, ces villas sont les premières maisons cubistes construites en France.
parfois 10 ans, 20 ans avant les villas de Le Corbusier ou des figures de cette architecture cubique et blanche de l'entre-deux-guerres, ces avant-gardes autoproclamées. Étonnamment, ces villas ont été longtemps passées sous silence, en réalité, alors que ce sont des jalons fondateurs essentiels de l'histoire de la modernité en France au XXe siècle. Relevons que si, bien sûr, ces villas doivent être rapprochées des expériences viennoises, en particulier contemporaines, mais finalement, par sa prise de distance au regard de l'ornement et son goût pour des enduits très rustiques, notamment, nous voyons le Garnier se révèle beaucoup plus proche de quelqu'un comme Mackintosh, par exemple, que d'Otto Wagner ou d'Hoffmann à Vienne, et indéniablement plus moderne que ses confrères viennois. Alors, il y a très belle exposition sur Otto Wagner actuellement à la Cité de l'Architecture à Paris. Bon, des dessins absolument somptueux, mais cette école viennoise qui tend à réduire l'architecture à des formes géométriques simples, finalement, qui annonce la modernité, est encore extrêmement décorée. Infiniment plus décorée que le dépouillement, que l'austérité même des travaux de Garnier. Alors, dès le début des années 20, les villas cubistes se multiplient dans le quartier de Grange-Blanche, comme si la présence des grands équipements conçus par l'architecte imposait une espèce de ligne directrice aux constructions individuelles qui commencent à urbaniser ces vastes territoires longtemps ruraux. Des formes géométriques simples, bien sûr, une toiture terrasse, des pans coupés ou octogonaux, et puis tout un vocabulaire emprunté. Alors, évidemment, ce sont les pavillons de l'hôpital de Grange-Blanche qui sont conçus comme des villas, au fond, avec leurs pergolas, leurs toitures terrasses. Des cadres à redans, des beaux windows polygonaux, des pergolas, des croisillons en béton armé. Certaines réalisations ne dépareraient pas rue de la Mignonne aux côtés des œuvres de Garnier. J'en veux pour preuve la villa du prix Nobel Victor Grignard, notamment, figure très importante, construite par Paul Bellemin au début des années 1930, et puis d'une villa qui a été détruite ces dernières années, qui était chemin de Fontanière, qui s'assimilait au pavillon de Grange-Blanche, avec ce traitement polygonal dans la partie à son extrémité. Alors il est une villa notamment très intéressante qui se voit peu de l'espace public, c'est la villa Lafont à Villeurbanne. Lafont, c'est le fabricant de vêtements de travail bien connu en fait, qui se fait construire une villa absolument somptueuse entre 1921 et 25 par deux architectes, James et Giraud, dont je n'ai pas pu établir le lien avec Garnier, qui témoignent de la postérité de la villa à atrium, finalement inspirée de Garnier. On en voit le plan ici à l'écran. Le motif du patio est détourné en fait dans le dessin de créer un hall distribuant l'ensemble des pièces. C'est une villa très intéressante à aborder. C'est la première cuisine moderne, pratiquement. Madame Lafont, qui a visiblement imposé ses goûts en matière de décoration, entend rivaliser avec les palais de la Rome impériale, des colonnes doriques, des plaquages en marbre précieux, des bas-reliefs en bronze, la copie des fresques de la villa des VTI, de Pompéi, un ensemble de vitraux de Jacques Gruber, bref, un décor absolument somptueux, très éloigné de l'esthétique, évidemment, de la sobriété d'aménagement de Tony Garnier. Toujours est-il que les façades, elles, se rattachent directement à l'art de Tony Garnier. Certains éléments de mobilier, notamment, seront réalisés en béton armé, exactement comme les banquettes et le lit même de Tony Garnier à Saint-Rambert. Alors, la villa doit être rapprochée d'une figure qui a été évoquée cet après-midi, notamment lors de se tenait un colloque sur les églises du XXe siècle aux archives départementales, d'une villa construite pour l'artiste, le peintre décorateur Jean Coquet, par l'architecte Georges Curtelin. Georges Curtelin est un peu l'architecte du diocèse avec Louis Mortamet dans l'entre-deux-guerres. Curtelin a signé notamment les facultés catholiques de la rue du Plat, qui sont achevées dans les années 1940. Et Curtelin concevra une villa cubiste avec notamment une grande façade vitrée à l'est pour que le peintre vitrailliste en fait puisse bénéficier de la lumière, cette lumière brutale en fait du matin pour pouvoir travailler. En fait, ce sont les grandes fenêtres qui ouvrent sur le côté gauche. On retrouve notamment ce motif de strie horizontale, on le voit dans la partie supérieure, qui est emprunté à Garnier. Et nous avons finalement, j'ai fait l'inventaire il y a quelques années, des villas dans le
goût de Tony Garnier qui voit le jour dans la région lyonnaise. En voici une construite par François Rostagna dans les années 1930 à côté de Bourg-en-Bresse. Et puis, si nous allons à Saint-Étienne, évidemment, comment ne pas rapprocher cet étonnant hôtel particulier transformé depuis en restaurant des années 1930 qui, évidemment, rappelle cette forme polygonale tout à fait propre à Tony Garnier. Alors, c'est à Michel Rouchepitz que revient le soin de construire la Villa Weitz à Lyon, dans un site spectaculaire face au confluent. Rouchepitz est un architecte reconnu qui travaille pour la bourgeoisie, vraiment, une clientèle extrêmement riche et distinguée, et célèbre aussi pour ses qualités d'ensemblier et d'aménagement intérieur, notamment. Et va appeler Jacques-Émile Ruhlmann pour le mobilier, Raymond Delamarre pour les sculptures. L'influence de Garnier se traduit bien sûr dans ces beaux windows tout à fait caractéristiques. Pour voir le mobilier aujourd'hui de la Villa Weitz, il faut se rendre à New York, au Brooklyn Museum, qui a acheté le mobilier de Ruhlmann provenant de cette villa il y a une trentaine d'années. Enfin, ça en dit long sur les moyens qui ont été mis en œuvre pour ce type de programme. Alors, on pourrait aussi, et je m'y suis intéressé ces dernières années, juger de la postérité de Garnier dans la diffusion de ces modèles qui ne relèvent pas simplement, une diffusion qui ne relève pas simplement d'un épiphénomène régional. On peut imaginer que l'importance de la figure de Garnier, non, ça va bien au-delà, et notamment dans des cités-jardins en Seine-Saint-Denis, au Blanc-Ménil, où Georges Dorel propose différents, aux futurs acquéreurs de cette cité-jardin, deux types de villas, l'une pittoresque, l'autre plus moderne, inspirée notamment des projections de la cité industrielle. Ces modèles-là, on les retrouve jusqu'à Bruxelles, ici la cité de Victor Bourgeois, la cité moderne, dont les premiers projets s'assimilent également à l'art de Tony Garnier. Alors il est un autre, et j'en terminerai par là, domaine qui mérite une attention particulière, la contribution de Garnier à l'art des jardins. Sujet un peu nouveau, en tout cas pour Garnier, Garnier qui a un sens inné de la végétation, enfin qui cesse de peupler ces planches, notamment de végétaux, d'arbres, qui est très attentif à ces questions-là, et l'importance du paysage et de l'élément végétal dans l'atmosphère, notamment des planches de la cité industrielle, n'est certainement plus à souligner. Quelques exemples illustrent en tout cas l'attention de l'art de Garnier. On est toujours dans le domaine de la villa, bien sûr. Comment ne pas évoquer l'extension de la première villa Gros à Saint-Didier au Mont d'Or par Louis Mortamet. C'est bien sûr au cloître de la villa de Catherine Garnier à Saint-Rambert que se réfère Mortamet pour concevoir un ensemble de terrasses et de jardins dans un site tout à fait exceptionnel. Alors Barthélemy Gros, il est soyeux, bien sûr. C'est aussi un amateur de sculpture qui possède l'une des collections de Rodin les plus importantes en fait de l'entre-deux-guerres en France, et en fait va demander à Tony Garnier de concevoir un espace dévolu à la sculpture. En fait, c'est une espèce de salon en plein air qui va permettre à Gros de présenter notamment ses Rodin, ses Joseph Bernard, en les changeant de place, avec une multitude de sellettes. En fait, c'est un espace d'exposition qui est conçu, et justement avec une lumière un peu zénithale qui vient de cet impluvium, en quelque sorte, et une lumière qui va permettre notamment à Barthélemy Gros, qui a notamment une édition de La jeune fille se coiffant de Joseph Bernard, mais aussi La jeune fille à la tresse de 1912. C'est vraiment un rêve d'amateur, en fait, de concevoir un espace uniquement pour la délectation, pour pouvoir présenter ses bronzes dans cet espace. Première villa Gros, puisqu'il en existe en réalité une seconde. Gros va conserver très peu de temps cette première villa, dont on voit ici l'extension par Tony Garnier, pour aménager dans une maison mitoyenne à sa première propriété, qui est toujours en possession d'ailleurs de ses héritiers, maison dans laquelle Gros va se livrer à une reconstitution extrêmement savante, notamment à partir de fragments, d'éléments provenant de l'abbaye romane de l'Île-Barbe.
il va demander à Mortamé de recomposer un univers néo-archéologique, en fait, avec une succession de terrasses, de rampes, d'escaliers, très, très intelligemment conçus. Et Gros va se porter acquéreur, dans les années 40, de très nombreux bas-reliefs provenant en fait, de l'abbaye de Lille-Barbe, bas-reliefs qui ont été réinsérés dans une maison en fait, à Vèze. Et la démolition de cette maison à Vèze va permettre à Gros de racheter en fait, la plupart de ces éléments. Et Gros, pas moins de 13 bas-reliefs, 7 fragments de frise et près d'une cinquantaine d'éléments de corniche, 8 corbeaux, seront recomposés dans un mur archéologique que Gros va mettre en scène dans les jardins de la villa, des jardins qui s'apparentent très étroitement à la manière d'un Tony Garnier. Et notamment, la jeune fille à la cruche sera mise en perspective avec l'art des maîtres romans dans une construction intellectuelle et archéologique tout à fait étonnante. Ce mur archéologique existe toujours aujourd'hui, et donc l'amateur va pousser en quelque sorte sa démarche jusqu'à faire dialoguer les tailleurs, les sculpteurs en taille directe romans, les maîtres romans avec Joseph Bernard. En tout cas, cet aspect évidemment, renvoie ce type de composition renvoie à l'univers archéologique de la villa de Garnier. Vous avez très nombreux dessins et photographies qui montrent comment Garnier recompose, hanté par le souvenir de son séjour à Rome et ses voyages en Grèce, recompose une atmosphère de fragments d'architecture, de moulage en plâtre, d'éléments qui rappellent, qui confèrent à ces architectures une dimension, à la fois une poésie, mais aussi une dimension archéologique extrêmement forte, en recomposant un univers à l'antique sur les bords de la Saône. Alors, la cité industrielle et les réalisations de Garnier demeurent finalement des parangons obligés qui inspirent plusieurs décennies durant toutes les œuvres de l'architecte lyonnais. Cette remarque s'applique également à nombre de ses élèves et de ses suiveurs, dans lesquels on retrouve des citations, des emprunts, une physionomie qui renvoie invariablement aux travaux de Garnier, projetés ou construits. C'est un véritable laboratoire d'architecture que constitue la cité industrielle, dans lequel le maître et ses élèves vont puiser leurs références et l'âme de leur construction. Et la cité industrielle demeure une espèce de modèle de cohérence difficile à dépasser. Un extraordinaire répertoire de programmes, notamment pour les maires dans l'entre-deux-guerres. Maire de Boulogne-Billancourt, en découvrant la cité industrielle, évidemment, commandera un hôtel de ville à Garnier. Ce Garnier offre en fait un catalogue de programmes à travers la cité industrielle, mais aussi un immense répertoire de formes qui va exercer sur ses élèves et sur ses suiveurs une véritable fascination sur des générations d'architectes qui travaillent à l'ombre des travaux de Garnier, mais aussi des architectes animés par un esprit d'école. Et à celle-ci peut s'appliquer la définition notamment de Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, je le cite. On appelait cela une école parce que chacun, laissant un peu de côté ses inspirations personnelles, suivait les traditions et les errements consacrés, c'est-à-dire le style, en quelque sorte, d'un maître. Il donnait ainsi, il est vrai, plus de force à l'ensemble des productions en constituant des familles d'édifices qui se reconnaissent en quelque sorte. Par la répétition même de ces productions, il créait une masse qui se dérobait à la critique, donc il formait une école, puis qui s'imposait et se faisait place dans l'avenir. Cette définition, Charles Garnier, fin de citation, s'applique, finalement permet d'appréhender aussi ce phénomène d'école. Et peut-être fallait-il aussi des travaux, peut-être sans grand caractère, pour que l'architecture de Garnier seule demeure, en quelque sorte, inégalée. Mais au-delà d'une seule filiation d'école, d'un effet de mode ou de certaines parentés stylistiques dans un phénomène qui, nous l'avons vu, ne dépasse pas les années 50, au-delà, n'a plus de sens de faire à la manière de Garnier au lendemain de la guerre, il semble au demeurant, et c'est la raison pour laquelle j'ai placé cette espèce de centrale tout à fait absolument spectaculaire, il semble au demeurant que l'univers graphique de Garnier, son extraordinaire pouvoir onirique, capacité à développer l'imaginaire, ait exercé une fascination aussi grande que les travaux mêmes de l'architecte. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou remarques. Oui, bien sûr, madame.
Alors, oui, alors, c'est une opération qui s'est faite en 42-43. Barthélemy Gros a été très généreux pour les musées lyonnais, et notamment a donné ce qu'on appelle le pilier de Moïse, par exemple à Gadagne, a donné plus d'une dizaine de fragments très importants, par ailleurs. La couronne dite de Charlemagne, cette espèce de fragment, là, ni une couronne, ni à Charlemagne, mais peu importe. Il les a donnés au musée, en fait, au musée Gadagne, au même moment. C'est-à-dire qu'il a conservé une partie de ces fragments, et puis le reste, il l'a donné, en fait, au musée de Gadagne. Eh bien parce que la maison avec laquelle elle avait été construite avec les matériaux provenant de la démolition en fait, de l'île Barbe, cette maison était sans doute frappée d'alignement et a été démolie en fait dans ces années-là. Et donc ce sont des matériaux de démolition, de récupération en fait, que Barthélemy Gros a acheté. Oui. Tout à fait, absolument. Mais on retrouve des fragments de l'île Barbe, enfin de l'ancienne abbaye à Vèze, enfin à proximité évidemment. L'abbaye de l'île Barbe, c'est une histoire d'ailleurs qui est assez mal connue en tout cas, a été transformée en carrière, a été vendue en fait, et c'est un marchand de matériaux en fait qui va démolir consciencieusement l'abbaye et on revend donc une partie des. Ça se passe immédiatement après la vente des biens nationaux, au moment de la Révolution. Donc, le devenir de nombreuses abbayes en France qui se transforment en fait en carrière de pierre. Mais c'est une affaire. Enfin, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, très difficile à documenter en réalité. On retrouve les dons de Barthélemy Gros dans les répertoires du musée de Gadagne, mais sans provenance. On ne sait même pas où était cette maison exactement. Enfin, c'est une affaire assez complexe, mais en tout cas, c'est une opportunité pour un amateur qui ne se rend compte qu'une fois dans une vie, pour le coup, d'acheter autant de fragments. J'avais essayé de mobiliser un peu le musée des Beaux-Arts, voilà, parce que la conservation de ces fragments est assez problématique aujourd'hui. Et en fait, c'est pas facile, il faudrait les extraire du mur, c'est très compliqué, évidemment. C'est tout à fait faisable techniquement, mais évidemment, ça a un coût absolument prohibitif, effectivement. La deuxième villa, oui. C'est une grosse maison de campagne, j'allais dire, qui ressemble en fait à la première maison. Voilà, c'est une maison début 19e, qui existe toujours, absolument. Non, c'est une maison du 19e que Mortamet a réaménagée. Voilà, tout à fait. Qui existe toujours, qui ressemble étrangement à celle-ci d'ailleurs. Enfin, c'est une grosse maison avec une galerie un peu à l'italienne qui a été considérablement transformée au 19e siècle. Ce qui est intéressant, malheureusement, je n'en ai pas d'image récente, mais il y a tout un système de terrasses aménagées. C'est la propriété mitoyenne. Alors, je ne crois pas. Non, elle est située en fait dans la partie, c'est la propriété mitoyenne qui est au sud en réalité. La maison est là. Il y a une première terrasse aménagée avec des pergolas, enfin une espèce de cadrage sur la vue, et puis tout un système de terrasses et de bassins. En fait, le mur. Tout à fait étonnante, en fait. Je ne connais aucun équivalent, en tout cas dans la région, pour le coup. Et ces jardins ont été plutôt assez bien conservés. Les actuels propriétaires sont assez sensibles, évidemment, à ces questions. Là, les dessins sont conservés à la Société académique d'architecture de Lyon. Alors, on retrouve ces fragments de frises du Zodiaque, évidemment, à l'île Barbe, dans plusieurs propriétés, aujourd'hui encore. Et en fait, sont des fragments qui ont été étudiés, en revanche, par les médiévistes. Est-ce que ces villas sont parfois visitables ?
Pas vraiment, en fait. Ce sont des... Et oui, bien sûr, ce sont des propriétés privées, donc évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Mais comme partout ailleurs, en fait. Alors, bon. Mais une mesure de classement obligerait à ouvrir, par exemple. C'est l'une des obligations, justement, de mesure de classement. Je crois qu'ils ne sont qu'inscrits, si je me souviens bien, ces fragments. Donc ils ont quand même une protection monument historique, effectivement. Monsieur ? Oui, pardon. Il a reconnu sa dette, effectivement, à Tony Garnier, comme l'un des pères fondateurs de la modernité, oui, complètement. Notamment pour les questions urbaines, évidemment. Qui s'intéresse de la science de l'urbanisme étant une science tout à fait embryonnaire au début du XXe siècle, évidemment, Le Corbusier reconnaîtra, d'ailleurs, on a plusieurs lettres, si je me souviens bien, de Le Corbusier à Tony Garnier, où il lui exprime l'admiration qu'est la sienne à la découverte, en fait, de la cité industrielle, tout à fait. C'est difficile à dire. En tout cas, c'est dans l'esprit du temps et dans la culture de l'époque. Oui, tout à fait, de la culture des architectes de l'entre-deux-guerres, absolument, complètement. Monsieur ? Bonsoir. Ah, oui. Bien sûr, c'est une très très bonne question, absolument. Oui. Oui, tout à fait. Bien sûr. Je me suis posé la question, évidemment, sur la Villa Linossier. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'architecte, je n'ai pas retrouvé le permis non plus, mais c'est une très belle variation sur ce thème-là, pour le coup, et malheureusement, qui est assez peu documenté aussi. Mais vous avez raison, effectivement, ça fait partie du corpus en fait, que j'avais réuni il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, quand je m'étais intéressé à ces questions-là. Et quant au Clos Jouve, eh bien, assez naturellement, le quartier des États-Unis va s'imposer un peu comme un modèle pour de très nombreuses opérations dans la région. Et effectivement, l'opération du Clos Jouve est l'une des plus intéressantes de ces années-là. Cet ascendant n'est pas exclusif, parce qu'il y a des opérations, j'allais dire, plus art déco. Je pense à la cité HBM de Perrache, par exemple, avec ses balcons arrondis, qui est dans une manière un peu plus art déco internationale, au fond, qui n'est pas du tout dans la manière de garder architecte-là, alors même que le quartier n'est qu'en cours de construction à Grange-Blanche. Mais c'est vrai qu'il y a une manière, on retrouve quelque chose, effectivement, dans de très nombreuses cités HBM, effectivement, tout à fait. Le style Garnier s'impose comme une espèce de culture commune, au fond, dans l'entre-deux-guerres pour de nombreux architectes. C'est ce qui leur donne cet air de famille, en fait, en quelque sorte.